Ma belle-mère et moi étions en chemin pour déposer $1 million. Pendant qu'elle était aux toilettes, une employée de banque m'a discrètement glissé un mot, fuis. Terrifié, j'ai simulé une crampe d'estomac et je me suis enfui chez mes parents pour passer un appel. Quand ma belle-mère est rentrée plus tard, la scène qui l'attendait l'a fait pâlir. Ce matin-là, le ciel était d'une morosité inhabituelle. Des nuages sombres et violacés s'accumulaient au-dessus de la ville, promettant une averse. L'air était lourd, comme s'il pesait sur les pieds des piétons. Ma belle-mère, Carole, était debout depuis l'aube. Le bruit de ses pantoufles traînant d'avant en arrière, ponctué par le fracas de son rangement, m'avait empêché de faire la grasse matinée. Même si j'avais veillé tard pour équilibrer les comptes de notre entreprise, la voix de Carole résonna dans l'escalier, m'incitant à m'habiller pour aller à la banque. « Clara, tu es réveillée ? Dépêche-toi, ou nous allons nous retrouver dans une longue file d'attente et y rester toute la journée. » Je me suis traîné en bas et j'ai vu Carole serrer un sac de sport en toile bleu marine contre sa poitrine. Ses mains étaient crispées sur les sangles comme si elle craignait que quelqu'un ne s'en empare. À l'intérieur de ce sac se trouvait tout notre avenir, $1 million net en espèces, attachés par des bandes de papier. C'était la sueur et les larmes que mon mari et moi avions versées dans notre petite entreprise de meubles sur mesure au cours des 5 dernières années. Cela comprenait également les $3 000 que mes parents m'avaient offerts comme cadeau de mariage, de l'argent que je n'avais pas osé toucher. Mon mari, Ethan, était déjà habillé et assis à la table de la cuisine. En me voyant, il se leva brusquement, saisissant ses clés de voiture. « Toi et maman, faites attention, d'accord, dit-il. J'ai une réunion matinale avec un fournisseur, donc je ne peux pas vous emmener. Appelle-moi quand tu auras fini, et je viendrai te chercher. » Ses yeux ont fui les miens pendant une seconde, mais j'ai simplement supposé qu'il était préoccupé par le travail et je n'y ai pas accordé d'importance. Pendant tout le trajet en Uber jusqu'à la banque, Carole n'a jamais desserré sa prise sur le sac. Toutes les quelques minutes, elle tapotait l'extérieur, sentant l'épaisseur des liasses de billets, ses lèvres bougeant silencieusement alors qu'elle calculait les taux d'intérêt. Elle se tourna vers moi, sa voix si douce qu'elle me donna un léger frisson dans le dos. « Clara, ma chérie, j'ai réfléchi. Quand nous ferons le dépôt, mettons le compte d'épargne à mon nom. Les seniors bénéficient souvent de taux d'intérêt préférentiels, bien meilleurs que ceux qu'ils proposent aux jeunes. » J'ai froncé légèrement les sourcils, un vague sentiment de malaise m'envahissant. La majeure partie de cet argent provenait de mon propre travail et de nos efforts conjoints. Mettre cet argent au nom de ma belle-mère était-il une bonne idée? J'ai refusé gentiment. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, maman. Il vaut mieux que ce soit à nos noms pour les transactions commerciales. Si l'entreprise a besoin de capitaux rapidement, c'est plus rapide de retirer de cette façon. Je ne voudrais pas t'ennuyer avec tous ces allers-retours. Le visage de Carole s'assombrit instantanément. Son air amical disparut, remplacé par un ressentiment manifeste. « Quoi? Tu as peur que je vole ton argent, lança-t-elle. Je le garde pour cette famille. Quand je ne serai plus là, tout ira de toute façon à toi et à Ethan. Ce n'est pas comme si je pouvais l'emporter dans la tombe. » À la Liberty Trust Bank, la climatisation fraîche m'a fait frissonner. C'était calme pour un jour de semaine, avec seulement quelques guichetiers travaillant derrière les épaisses cloisons de verre. Carole m'a entraîné directement vers le guichet 3, où se trouvait une femme d'une trentaine d'années aux traits fins, les cheveux attachés en un chignon soigné. Carole posa brutalement le sac de sport sur le comptoir. « Je voudrais ouvrir un certificat de dépôt d'1 an avec ceci, annonça-t-elle, le menton haut, à mon nom. » J'allais protester, mais elle avait déjà plaqué son permis de conduire sur le comptoir. Elle me lança un regard qui était à la fois un défi et un ordre, et j'ai hésité. La guichetière, dont le badge indiquait Grèce, leva les yeux vers Carole. Puis son regard se tourna vers moi, s'attardant un instant de plus que nécessaire. Il y avait quelque chose dans son regard, une part d'examen, une part de sympathie. Alors que Grèce commençait à introduire les liasses de billets dans la compteuse, le vrombissement de la machine remplit le silence tendu. Soudain, Carole se prit le ventre, le visage crispé par la douleur. « Oh mon Dieu, mon estomac » gémit-elle. Ce petit déjeuner gras de ce matin doit me jouer des tours. Clara, surveille bien l'argent. Je dois aller aux toilettes. Sur ce, elle se précipita vers les toilettes au bout du couloir, me laissant debout, embarrassé, au comptoir alors que toutes nos économies d'une vie étaient en train d'être comptées. Je restais là,
me tordant les mains, incertaine de la façon de gérer la situation sans faire de scène. Dès que Carole disparut de la vue, la compteuse de billets s'arrêta. Grace leva les yeux, parcourant rapidement le hall du regard pour s'assurer que personne ne regardait. Puis, d'un mouvement rapide, elle tira un petit morceau de papier plié de dessous une pile de documents. Elle se pencha en avant, glissant la note par la fente de la vitre jusque dans ma main, qui reposait sur le comptoir. L'action fut rapide comme l'éclair. Sa voix n'était qu'un murmure, mais chaque mot était parfaitement clair. Ne pose pas de questions. Prends ça et pars maintenant. Fuis. Je me suis figé, le cœur battant contre mes côtes. Ma main s'est refermée instinctivement sur le petit morceau de papier. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. 2 mots crus griffonnés d'une écriture urgente me frappèrent comme un coup physique, fuis. Ce compte est signalé. En dessous se trouvait un numéro de téléphone. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, menaçant d'éclater. Ma respiration se faisait saccader. J'ai regardé Grace, mais elle avait déjà repris son air professionnel, tapant sur son clavier comme si de rien n'était. Ses yeux, cependant, se tournaient nerveusement vers les toilettes, un avertissement silencieux. Mon intuition me criait que j'étais prise dans une machination terrible, et que si je ne sortais pas de là immédiatement, j'allais tout perdre. C'est alors que j'entendis le frottement des chaussures de Carole venant du couloir. Elle était sur le chemin du retour. En une fraction de seconde, mon instinct de survie a pris le dessus. Je me suis tenu le ventre, me pliant en deux et poussant un cri théâtral. Ah! Oh, ça fait mal! Maman, j'ai tellement mal au ventre! Mon cri résonna dans la banque, incitant le garde de sécurité et les autres clients à se retourner pour regarder. Carole accourut, mais au lieu de s'enquérir de mon état, ses yeux se tournèrent d'abord vers la pile d'argent sur le comptoir avant qu'elle n'aboie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu allais bien il y a une minute. Est-ce que tu simules pour échapper à ça? J'ai laissé couler quelques larmes de douleur, mon visage étant un masque d'agonie. Non, je suis sérieuse, halettai-je. J'ai l'impression d'être poignardée. C'est peut-être l'appendicite. Maman, je dois aller à l'hôpital tout de suite. Je me suis appuyé lourdement contre le comptoir, forçant mes membres à trembler et la sueur à perler sur mon front, bien qu'il s'agisse d'une sueur froide de pure terreur. Carole me regarda avec méfiance, faisant claquer sa langue d'agacement. Quel ennui. Nous avons presque fini ici. Ne peux-tu pas simplement t'asseoir et attendre que je signe les papiers? En entendant le mot « signe », une vague de panique m'a submergé. Si elle signait, l'argent serait officiellement perdu. Je me suis redressé, agissant comme si la douleur était insupportable. J'ai repoussé sa main. Je ne peux pas attendre. Je dois aller aux urgences immédiatement. Reste ici et occupe-toi de ton argent. Sur ce, j'ai saisi mon sac à main contenant mes documents personnels les plus importants et je me suis élancé vers la porte comme un cerf effrayé. Carole resta là, stupéfaite une seconde, avant de reprendre ses esprits et de courir après moi en criant « Hé, reviens ici. Nous n'avons pas fini. Où vas-tu » Mais j'étais déjà en train d'interpeller un taxi qui s'arrêtait au bord du trottoir. J'ai sauté dedans, claqué la porte et l'ai immédiatement verrouillée. Le vieux quartier sud sur Jefferson Avenue. « Dépêchez-vous, s'il vous plaît, dis-je au chauffeur, la voix encore tremblante. Je n'ai pas osé aller dans notre maison où Ethan attendait. Je n'ai pas osé aller dans un hôpital, craignant que Carole ne me trouve et ne fasse une scène. Le seul sanctuaire auquel je pouvais penser était la maison de mes parents, le dernier port sur qui il me restait. Alors que le taxi s'éloignait, j'ai vu Carole sur le trottoir, tapant du pied de fureur, le visage rouge de rage. À l'intérieur de la voiture, j'ai essayé de me calmer. Mes mains, moites de sueur, serraient mon téléphone. En tremblant, j'ai composé le numéro de la note. Après quelques sonneries d'une longueur insupportable, quelqu'un décrocha. Une voix étouffée et urgente s'éleva à l'autre bout du fil. « Est-ce Clara ? C'est Grace. Je suis dans le placard à fourniture. »« Grace, que se passe-t-il » ai-je étouffé. « Pourquoi m'as-tu dit de fuir ?» Sa voix était empreinte d'inquiétude. Mes oreilles bourdonnaient. Le monde tournait autour de moi. Vanessa Dubois. Le nom était inconnu, mais il portait en lui une finalité glaciale. Tout cela n'était qu'un piège méticuleusement planifié par mon mari et ma belle-mère pour voler mon argent.
Il m'avait piégé pour que je la porte à la banque, seulement pour qu'il soit secrètement détourné vers quelqu'un d'autre. Des larmes coulaient sur mon visage, chaudes et amères. Je regardais par la fenêtre de la voiture les rues animées de la ville, mais tout ce que je ressentais était une solitude profonde et glaciale. Toute ma confiance, toutes mes années de sacrifice avaient été récompensées par cette trahison cruelle et dévastatrice. Je fis irruption dans la maison de mes parents comme une fugitive échappant à une tempête, le visage cendré, la respiration courte et saccadée. Mes parents étaient dans le salon en train de siroter du café. En me voyant dans un tel état, ils se levèrent tous deux en sursaut, leurs tasses s'entrechoquant sur la table basse. Ma mère se précipita à mes côtés, sa main chaude frottant mon dos. « Clara, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu ici? On dirait que tu as vu un fantôme. » Avant que je ne puisse m'expliquer, mon téléphone vibra violemment dans mon sac. La sonnerie était stridente et discordante. Je jetai un coup d'œil à l'écran, Ethan clignotait avec insistance. En dessous, une notification indiquait 20 appels manqués au cours des 15 dernières minutes. Moins d'une demi-heure plus tard, le rugissement d'un moteur de moto brisa le calme de la petite rue. Ethan et Carole firent irruption dans la cour. Carole, sans même prendre la peine de retirer son casque, hurla, « Clara, où est-elle? Pourquoi te caches-tu ici? Tu essaies de t'enfuir avec l'argent après ce petit acte pathétique à la banque ?» Mon père fronça les sourcils. Il se leva, sa silhouette mince exhalant l'autorité tranquille d'un professeur d'école à la retraite. Carole entra brusquement dans la maison, claquant son sac sur la table, ses yeux dardant de tous côtés comme un faucon cherchant une proie. Ethan suivit, le visage rouge et en sueur. Mais le regard qu'il me lança ne contenait aucune inquiétude pour mon bien-être, seulement de la suspicion et de la colère. « Qu'est-ce que c'est que ça, Clara, dit-il, essayant de paraître calme, mais sa voix était tendue. Tu viens de t'enfuir de la banque, laissant ma mère là-bas toute seule. As-tu une idée de la gêne que cela a causé? Où est l'argent? Donne-le-moi pour que je puisse finir le dépôt. » Je me recroquevillai derrière ma mère, regardant l'homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 5 ans. Soudain, il était un étranger terrifiant. Je pris une grande inspiration, essayant de stabiliser ma voix, et décidai de tester l'avertissement de Grèce. « L'argent est déjà déposé, dis-je, la voix faible mais claire. J'ai signé le bordereau de dépôt juste avant que mon estomac ne commence à me faire mal. Le SMS de confirmation est arrivé sur mon téléphone, alors je suis venu ici pour chercher ma carte d'assurance. Tu n'as pas vérifié ton téléphone, maman? Je l'ai fait transférer directement sur ton compte. » Pendant une fraction de seconde, le silence tomba dans la pièce. Puis un changement dramatique s'opéra sur leur visage. La moue colérique de Carole s'évanouit, remplacée par un éclair indéniable de triomphe cupide. Elle se précipita pour trouver son téléphone. Ethan, tout aussi impatient, le lui arracha des mains, son pouce balayant furieusement l'écran pour vérifier la notification de transfert. Quelques secondes plus tard, le sourire narquois sur son visage disparut, remplacé par une fureur pâle et montante. Il tourna brusquement la tête vers moi, les yeux flamboyants comme s'il voulait me dévorer tout entière. « Il n'y a pas de notification, grogna-t-il. Le compte est vide. Qui penses-tu tromper, Clara? » À ce moment-là, en regardant leurs expressions passer de l'agression à la cupidité, puis à une amère déception, les derniers restes de confiance que j'avais pour eux volèrent en 1 million d'éclats. Je compris enfin qu'à leurs yeux, je n'étais ni une épouse ni une belle-fille. J'étais juste un gros prix qu'ils essayaient de déchirer. L'air dans le salon de mes parents était chargé de tension. Le silence après l'accusation d'Ethan était étouffant. À ce moment précis, un autre véhicule s'arrêta brusquement à l'extérieur. Jessica, ma belle-sœur à la langue acérée, fit irruption, portant encore un pantalon de survêtement et un t-shirt taché, les cheveux en bataille. Dès qu'elle me vit, elle pointa un doigt vers mon visage, la voix haute et perçante. « Tu ne manques pas de culot, Clara. Tromper ma vieille mère à la banque et ensuite essayer de filer avec l'argent chez tes parents. Les gens aussi éhontés que toi courent les rues là d'où je viens. » Jessica s'élança vers l'avant, essayant de saisir le sac que je serrais contre ma poitrine. Son comportement agressif et grossier fit halter ma mère d'horreur. Mon père ne put plus se contenir. Il frappa à plat de sa main sur la table basse en verre avec un craquement sonore qui fit sursauter tout le monde. Il se leva d'un bond, pointant un doigt tremblant vers la porte,
sa voix résonnant d'autorité. Est-ce un marché ici? C'est ma maison. Ma fille ne se sent pas bien, et personne ne portera la main sur elle ici. Si vous continuez à causer du désordre, j'appellerai la police. L'attitude sévère et la résolution inébranlable de mon père firent vaciller le trio. Jessica recula, marmonnant des injures entre ses dents alors qu'elle se retirait derrière sa mère. Voyant que l'intimidation ne fonctionnait pas, Carole passa immédiatement à son numéro de victime bien rodé. Elle s'effondra sur une chaise, se frappant les cuisses de manière dramatique alors que des larmes de crocodile coulaient sur son visage. Oh, que le ciel me vienne en aide. J'ai donné ma vie à mes enfants, je me suis inquiété pour chaque petite chose pour eux, et c'est ainsi que mes alliés par alliance me traitent? Comme une voleuse, gémit-elle. Je m'inquiétais juste pour Clara qui transportait tout cet argent liquide. Et si elle le perdait ou se faisait voler? C'est tout notre avenir. Ce n'est pas comme si je le voulais pour moi-même. Elle sanglotait tout en jetant des coups d'œil entre ses doigts pour jauger les réactions de mes parents, mais ne rencontra qu'un silence froid et leur regard profondément déçu. Ethan, voyant la performance excessive de sa mère, intervint pour jouer le rôle du mari raisonnable. Il s'approcha de moi, la voix douce et apaisante, mais ses yeux ne quittèrent jamais mon sac. Allez, Clara. Maman s'inquiétait juste pour nous. Donne-moi l'argent. Je vais le ramener à la maison. Tu peux rester ici et te reposer quelques jours jusqu'à ce que tu ailles mieux. Je ne suis pas fâché contre toi. Je regardai dans ses yeux et vis l'hypocrisie nauséabonde. Je resserrai ma prise sur mon sac, luttant pour garder ma voix stable. Je ne me sens vraiment pas bien. Ma tension a chuté. J'ai des vertiges. L'argent. Je l'ai mis en lieu sûr. Vous devriez simplement rentrer chez vous. Quand j'irai mieux, je m'en occuperai. S'il vous plaît, ne me poussez pas. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Ma mère, voyant mon visage véritablement pâle, résultat de la peur et du stress, intervint rapidement et m'aima jusqu'à la chambre d'amis. Elle se tourna vers eux, la voix ferme. Vous devez tous partir et la laisser se reposer. Leurs finances sont leur propre affaire à régler. Nous n'interviendrons pas, mais nous ne permettrons à personne de malmener notre fille dans notre propre maison. Face à la position résolue de mes parents, les trois se levèrent à contre-cœur pour partir. Avant de sortir, Ethan me lança un regard menaçant et chuchota juste assez fort pour que je l'entende, « Tu ferais mieux de bien y réfléchir, Clara. Ne me force pas à être brutal. » Le bruit de leur véhicule s'estompa, rétablissant le calme dans la maison. Mais en moi, une tempête bien plus grande commençait à se préparer, féroce et destructrice. Cette nuit-là, bien après que mes parents se furent endormis, je restais éveillé, me tournant et me retournant. L'image de ce mot froissé avec le mot « fuis » me hantait. Je me levai doucement, mis des vêtements sombres et me glissai par la porte arrière comme une fugitive dans ma propre vie. Le lieu de rendez-vous était un petit café faiblement éclairé, niché dans une ruelle calme, où la faible lueur d'un lampadaire ne suffisait pas à voir clairement les visages. L'air humide de la pluie de l'après-midi ajoutait à l'atmosphère mystérieuse. J'étais assise, recroquevillée dans un coin, les mains entourant un thé chaud, mais un frisson me parcourait jusqu'aux os. Je surveillais la porte nerveusement, terrifié à l'idée d'être repéré par ma belle famille. Quelques minutes plus tard, une femme portant un imperméable et un masque entra. Elle scruta la pièce puis se dirigea droit vers ma table. Lorsqu'elle retira son masque, je la reconnus instantanément, Grace, la guichetière de la banque. Et puis un autre souvenir refit surface, elle était mon ancienne camarade de classe au lycée, la fille qui s'asseyait devant moi en calcul et qui m'empruntait toujours ma gomme. Grace prit ma main. La sienne était aussi froide que la mienne. « Clara, je suis tellement contente que tu aies appelé, dit-elle, sa voix mêlant urgence et inquiétude. » Grace sortit son téléphone et me montra une capture d'écran de son ordinateur de travail. Les informations bancaires sensibles étaient masquées, mais le contenu essentiel était clair. Il s'agissait d'une demande de retrait préautorisée. Le bénéficiaire était un nom qui m'était complètement étranger, Vanessa Dubois, expliqua-t-elle en pointant le nom. Il y a 3 jours, Carole est venue à mon guichet avec une jeune femme enceinte. Elles étaient très familières l'une avec l'autre. Carole n'arrêtait pas de caresser le ventre de la femme, s'extasiant sur son petit-fils. Elles ont mis en place ce transfert, affirmant que c'était pour envoyer de l'argent à leur belle-fille pour les soins prénataux. J'ai supposé que la femme enceinte, c'était toi. Ce n'est que ce matin,
Quand je l'ai vu avec toi et que j'ai été témoin de son comportement agressif, que j'ai eu des soupçons et que j'ai vérifié à nouveau le dossier. Le nom de Vanessa Dubois résonna dans mon esprit comme un coup de tonnerre. Je n'avais jamais entendu Ethan la mentionner, mais mon intuition me disait quelle était la clé de tout ce cauchemar. La voix de Grace baissa, remplie de sympathie. Je suis dans ce métier depuis longtemps, Clara. Je reconnais un plan de dépouillement d'actifs quand j'en vois un. Leur plan était sans faille. Au moment où cet argent arrivait sur un compte d'épargne au nom de Carole, le système l'aurait automatiquement balayé vers le compte de Vanessa. Le temps que tu réalises ce qui s'est passé, il aurait été trop tard. Légalement, tu n'aurais eu aucun recours parce que le compte était à son nom. Elle pouvait donner son argent à qui elle voulait. Tu aurais perdu ce $1 million en un clin d'œil. Je restais là, pétrifié par le silence, des larmes chaudes finissant par déborder et tracer des sentiers salés sur mes joues. Ainsi, les reproches de Carole et l'inquiétude feinte d'Ethan n'étaient que les parties d'une pièce de théâtre élaborée pour me dépouiller de tout avant de me jeter à la rue. Ce $1 million n'était pas seulement de l'argent, c'était notre sueur, notre confiance, tout l'avenir que j'avais construit pour notre famille. Grace me serra doucement la main. Clara, tu dois rester calme. Je les ai entendus parler. Je pense que cette femme, Vanessa, est la comptable en chef de l'entreprise de ton mari. Tu devrais vérifier tes autres actifs, comme ta maison. J'ai bien peur que ce compte d'épargne ne soit pas la seule chose qu'il recherche. L'avertissement de Grace fut comme un seau d'eau glacée au visage, me tirant de mon chagrin. Ces mots résonnèrent dans mes oreilles tout le long du chemin du retour, vérifie tes autres actifs. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à se lever, j'appelai mon cousin Marc, clerc de notaire dans un grand cabinet de droit immobilier du centre-ville. Il avait l'air encore endormi, mais quand il entendit le sérieux de ma voix, il promit de consulter immédiatement nos registres de propriété. Les minutes s'écoulaient comme des heures pendant que j'attendais. J'étais assise, recroquevillée dans mon ancienne chambre, fixant mon téléphone, priant pour que mes soupçons soient infondés, priant pour qu'il reste à Ethan un brin de décence. Mais mes espoirs ont été anéantis quand le téléphone a enfin sonné. La voix de Marc était chargée de mauvaises nouvelles. Clara, j'ai vérifié les registres du comté. Ce n'est pas bon. Le condo que vous possédez, Ethan et toi, ainsi que le terrain de 10 acres que vous avez acheté dans le nord de l'État l'année dernière, ils ont tous deux été transférés au nom de ta belle-mère, Carole Miller, il y a 3 mois. Le téléphone a glissé de ma main pour tomber sur le lit. Mes membres semblaient de plomb. Ma tête tournait. Transféré ? Comment pouvait-il être transféré sans ma signature ? C'étaient des biens matrimoniaux. Puis un souvenir d'il y a 3 mois a rejailli, comme un film au ralenti de ma propre crédulité. Ethan était rentré à la maison avec une épaisse pile de documents, un large sourire aux lèvres. « Chérie », avait-il dit, la voix mielleuse. L'entreprise doit augmenter sa ligne de crédit pour importer une énorme cargaison de bois. La banque a juste besoin que nous finalisions quelques papiers et que nous fassions réévaluer les propriétés. Peux-tu signer ici pour moi ? Je dois les déposer avant la fermeture. À l'époque, lui faisant totalement confiance et voyant à quel point il était stressé, j'avais signé mon nom sur chaque ligne qu'il avait marquée au crayon sans lire une seule page. J'ai laissé échapper un rire amer, des larmes de dégoût de soie coulant sur mon visage. Je riais de ma propre naïveté pathétique. Enfoui dans cette montagne de paperasse se trouvait un acte de renonciation. J'avais volontairement cédé mes droits sur nos propriétés communes, permettant à Ethan de tout transférer à sa mère. Il planifiait cela depuis longtemps, m'engraissant comme un porc pour l'abattoir. J'avais été magistralement trompé par l'homme que j'aimais le plus, dépouillé de ma maison et de ma terre sans même le savoir. J'ai regardé autour de moi la chambre où j'avais grandi, reconnaissante d'avoir au moins cet endroit où revenir. Mais la douleur de la trahison, de voir le travail de ma vie volé, était une douleur physique dans ma poitrine. Je me suis souvenu du regard triomphant de Carole hier, de la façon dont elle caressait le sac polochon. Bien sûr, elle tenait déjà toutes les cartes. Elle savait que la seule chose qu'il me restait était ce $1 million en espèces, et elle était déterminée à l'engloutir aussi. J'ai essuyé mes larmes, mon regard se durcissant. Je ne pouvais pas rester assise ici à pleurer. J'avais perdu ma maison, ma terre, mais je ne perdrais pas mon dernier lambeau de dignité. Cette guerre ne faisait que commencer. Après une nuit sans sommeil, j'ai décidé que je ne pouvais pas me cacher chez mes parents éternellement.
Ce serait admettre la défaite et leur offrir mes actifs sur un plateau d'argent. Je devais retourner dans la fosse au lion, jouer le rôle de l'épouse naïve pour gagner du temps et rassembler plus de preuves. Le lendemain matin, j'ai mis un peu de maquillage pour cacher mes yeux gonflés, j'ai pris une profonde inspiration pour me fortifier et j'ai pris un taxi pour rentrer à la maison. En entrant, l'arôme riche d'une soupe au poulet et aux nouilles remplissait l'air, une scène étrangement domestique dont je n'avais pas été témoin au cours des 5 années passées ici. Ethan était devant la cuisinière, portant un tablier, remuant une grande marmite. Quand il m'a vu, il a immédiatement éteint le brûleur et s'est précipité vers moi, le visage affichant une inquiétude excessive. Il a pris mon sac, la voix d'une douceur écœurante. « Tu es de retour. » J'étais tellement inquiet, Clara. Je n'arrêtais pas de t'appeler, mais tu ne répondais pas. Je voulais venir te chercher, mais j'avais peur que tes parents soient encore en colère. Il m'a guidé vers une chaise. Tu te sens encore faible? Je t'ai préparé une soupe au poulet avec des herbes. C'est bon pour toi. J'ai regardé cet homme qui, hier encore, m'avait foudroyé du regard avec rage et suspicion, et qui faisait maintenant un virage à 180 degrés. J'ai refoulé une vague de nausées et j'ai réussi un faible sourire. Ça va mieux maintenant. Je pense que c'était juste une chute de tension et le stress. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Ethan m'a aidé à m'installer sur le canapé et à placer un bol de soupe fumant devant moi. Un mari et une femme ne se fâchent pas l'un contre l'autre, a-t-il roucoulé, soufflant sur une cuillerée. Maman était un peu impulsive hier. Mais tu sais comment sont les personnes âgées. Elle s'inquiète. Ne lui en tiens pas rigueur. L'argent est à nous, peu importe où il se trouve, n'est-ce pas? Qu'elle le garde ou que tu le gardes, c'est la même chose. Il ramenait déjà la conversation vers le point principal. Sa main reposait sur mon épaule, la frottant doucement, mais je pouvais sentir le calcul dans son toucher. J'ai gardé la tête basse, faisant semblant de manger la soupe, qui avait un goût aussi amer que du poison. Après avoir fini, Ethan s'est assis plus près. Alors, a-t-il chuchoté. Ce $1 million que tu as rapporté, pourquoi n'allons-nous pas le déposer maintenant? L'entreprise a vraiment besoin de fonds de roulement pour cette commande de bois. Ce n'est pas prudent de garder autant d'argent liquide à la maison. Je le savais. Toute cette gentillesse dépendait de cet argent. J'ai posé la cuillère, affichant un air de profond regret. Oh, mince. J'ai complètement oublié de te dire. Hier, en allant chez mes parents, j'avais tellement peur de transporter autant d'argent que je me suis arrêté à un distributeur près de chez eux et j'ai tout déposé sur mon compte personnel. Le visage d'Ethan s'est décomposé, mais il a rapidement forcé un sourire. Oh, eh bien, c'est très bien. Un virement bancaire est encore plus rapide. Peux-tu le transférer sur le compte de l'entreprise maintenant? Nous en avons vraiment besoin. J'ai secoué la tête, l'air misérable. C'est là le problème. J'étais dans un tel état de panique que j'ai tapé le mauvais code PIN 3 fois et ma carte a été bloquée. La banque a dit qu'il faudrait 3 à 5 jours ouvrables pour la débloquer, et j'ai laissé mon permis de conduire chez mes parents. Ethan a bondi du canapé, incapable de cacher sa frustration. En voyant son vrai visage transparaître à travers les fissures de sa façade de mari inquiet, j'ai dû réprimer un sourire narquois. Ce jeu du chat et de la souris ne faisait que commencer. Pour apaiser sa colère montante, j'ai de nouveau joué l'épouse soumise, promettant de retourner chez mes parents pour chercher ma pièce d'identité dès que possible. Ethan est monté à l'étage en tapant du pied. Quelques minutes plus tard, il est redescendu habillé pour sortir, prétendant qu'il devait rencontrer un fournisseur pour demander une extension de crédit. Il m'a dit de rester à la maison et de me reposer. Alors que sa voiture quittait l'allée, je n'ai ressenti aucun soulagement. Mes soupçons sur les secrets qu'il cachait ne faisaient que se renforcer. Cette nuit-là, Ethan est rentré tard, empestant l'alcool. Il a jeté ses clés sur le comptoir et a trébuché dans la salle de bain, marmonnant des jurons sur des clients difficiles. Alors que le bruit de la douche commençait, je me suis approché sur la pointe des pieds et j'ai attrapé les clés de sa voiture. Le cœur battant comme celui d'un voleur, je me suis glissé jusqu'au garage et j'ai ouvert doucement la portière de la voiture. L'odeur envahissante de l'eau de Cologne pourremée de la fumée de cigarette rassis m'a frappé. C'était la voiture de mon mari, et pourtant elle me semblait si étrangère. J'ai commencé à chercher, vérifiant chaque compartiment, espérant trouver un indice sur cette Vanessa. La boîte à gants était vide, à l'exception de vieux reçus d'essence et de paquets de cigarettes froissées.
J'étais sur le point d'abandonner quand mes yeux se sont posés sur la coudoir de la console centrale. Il semblait légèrement surélevé, pas aussi affleurant qu'il l'était habituellement. Je l'ai forcé à s'ouvrir et j'ai trouvé un petit compartiment sous le revêtement. À l'intérieur se trouvait un petit téléphone jetable noir le genre avec une longue durée de vie de batterie, un signal fort et, surtout, presque impossible à tracer. Le genre de téléphone qu'un homme utilise pour parler à sa maîtresse. Mes mains tremblaient en le ramassant. L'écran s'est allumé avec une notification pour un message non lu. J'ai ouvert la boîte de réception. Les mots à l'écran étaient comme des aiguilles transperçant mon cœur. L'expéditeur était enregistré sous le nom de V3. Les messages étaient si crus et effrontés que c'était difficile à croire. Chérie, as-tu déjà récupéré le million de cette vieille sorcière? Le bébé bouge comme un fou. J'ai besoin de la compte pour le nouveau SUV cette semaine pour pouvoir me rendre à mes rendez-vous. Un autre message envoyé cet après-midi-là, n'oublie pas de jouer ton rôle. Ne la laisse pas avoir de soupçons. Dès que nous aurons l'argent, nous demanderons le divorce et nous la ferons sortir de la maison pour de bon. J'en ai assez de me cacher. Des larmes ont brouillé les mots venimeux sur l'écran. Je me suis mordu la lèvre pour m'empêcher de sangloter à haute voix. Donc, ce n'était pas seulement une liaison. Ethan attendait un autre enfant, le petit-fils que sa famille désirait tant. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai photographié d'une main tremblante chaque message, puis j'ai soigneusement remis le téléphone jetable là où je l'avais trouvé, en lissant le revêtement par-dessus. Je suis resté assise dans la voiture pendant un long moment, respirant l'odeur de la tromperie, me préparant à ce que je devais faire ensuite. Quand je suis retourné dans la chambre, Ethan ronflait bruyamment, sourd au monde. Je me suis allongé sur le bord opposé du lit, une vague de dégoût m'envahissant chaque fois que je regardais son visage endormi. Le lendemain matin, j'ai fait semblant d'aller faire des courses, mais je suis allé dans une bibliothèque pour utiliser un ordinateur et rechercher Vanessa Dubois. Les seuls indices que j'avais étaient qu'elle était la comptable de l'entreprise d'Ethan et qu'elle était proche de ma belle-sœur, Jessica. Je suis allé sur la page Facebook de Jessica et j'ai fait défiler des mois de publications, et c'était là, sur une photo d'un restaurant chic datant d'il y a 3 mois. Jessica avait tagué une jeune femme au visage rond et à la peau parfaite nommée Vanessa Dubois. J'ai cliqué sur son profil. C'était une galerie d'un style de vie luxueux, sac à main de créateur, vacances coûteuses et, plus particulièrement, des photos documentant un ventre de femme enceinte qui s'arrondissait. Ce qui m'a glacé, c'est de voir Carole et Jessica sur tant de photos. Sur une photo d'un dîner de famille chaleureux, Carole servait de la nourriture à Vanessa, le visage fendu par un large sourire. Elle regardait Vanessa avec une adoration affectueuse qu'elle ne m'avait jamais montrée, pas une seule fois. Dans les commentaires, Jessica avait écrit « Ma future belle-sœur est la plus belle. J'ai hâte que mon petit-neveu arrive. » Vanessa avait répondu « Merci, Tata Jess. Toi et maman Miller vous me gâtez tellement. » J'ai lu leurs échanges, me sentant comme un fantôme invisible, complètement effacé de leur image d'une famille heureuse. Ils l'avaient déjà acceptée comme la véritable belle-fille, tout cela parce qu'elle portait l'enfant d'Ethan, quelque chose que je ne pouvais pas leur donner après 5 ans de mariage. Ils l'accueillaient, la couvraient de cadeaux, le tout payé avec l'argent qu'Ethan et moi avions gagné ensemble. Pendant que je m'échinais au travail, ils profitaient de la vie avec elle. Je me suis souvenu de toutes les fois où Carole s'était plainte de maux de dos pour éviter de cuisiner, me forçant à rentrer d'une longue journée de travail pour trimer dans la cuisine. Il s'est avéré qu'elle était occupée à prendre soin de sa précieuse nouvelle belle-fille. J'ai réalisé avec amertume qu'à leurs yeux, je n'étais rien de plus qu'un distributeur automatique de billets, un outil à utiliser et à jeter. La cruauté de Carole n'était pas seulement une question d'argent, il s'agissait de la façon dont elle piétinait ma dignité, conspirant avec la maîtresse de son fils pour me ruiner, tout cela pour le bien d'un petit-fils. J'ai fermé l'ordinateur portable, le cœur froid comme de la cendre. Tous mes espoirs de famille et d'affection étaient morts. Sachant qui étaient mes ennemis et la profondeur de leur dépravation, j'ai compris que seule une preuve irréfutable me permettrait de renverser la situation. Je suis allé en ligne et j'ai commandé un minuscule appareil d'écoute de qualité professionnelle avec une longue durée de vie de batterie et une connectivité Wi-Fi. Il est arrivé cet après-midi-là. Quand la maison a été vide, je l'ai testé et j'ai cherché la cachette parfaite. Le salon était l'endroit où Carole et Jessica passaient des heures à bavarder. J'ai choisi un endroit sous la table basse, caché de la vue, et je l'ai fixé avec du ruban adhésif double face. Cet après-midi-là, j'ai dit que j'allais voir une vieille amie, mais au lieu de cela,
Je suis allé dans un café tranquille au bout de la rue, j'ai mis mes écouteurs et j'ai activé l'application d'écoute sur mon téléphone. Mon cœur battait d'anticipation. Vers 16 heures, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, suivie par le bavardage joyeux de Carole et Jessica. Elle semblait heureuse, comme si elle venait de faire du shopping. Carole s'est affalée sur le canapé avec un soupir. Mon Dieu, mes pieds me tuent. Mais ça valait le coup d'acheter toutes ces jolies choses pour le bébé, n'est-ce pas? Jessica a ricané. Maman, tu gâtes Vanessa à outrance. Au fait, Clara n'a toujours pas lâché l'argent. Elle continue de trouver des excuses. Tu ne penses pas qu'elle soupçonne quelque chose? La voix de Carole, aiguë et dégoulinante de mépris, a grésillé dans mes écouteurs. Soupçonner quoi? Cette fille est une idiote. Je connais son genre. Elle voue un culte à Ethan. Quelques mots doux de sa part et elle ferait n'importe quoi. Elle est juste radine, essayant de le garder un peu. Elle s'est arrêtée. Tu dis à Ethan de maintenir la pression. Dès que nous aurons ce million, je chercherai une dispute avec elle, je l'accuserai de manque de respect et je la jetterai dehors. Ensuite, Ethan demande le divorce, et c'est une rupture nette. Les biens sont tous à mon nom. Elle peut intenter tous les procès qu'elle veut. Elle partira avec rien. C'est bien fait pour elle d'être stérile. Jessica a ajouté joyeusement, c'est vrai, maman. Débarrasse-toi d'elle. Je ne peux plus voir son visage lugubre. Une fois que Vanessa aura emménagé, cette maison sera enfin vivante. Et avec un petit-fils en route, notre famille sera vraiment bénie. Chaque mot était un couteau remué dans mon cœur. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Mais la douleur me permettait de rester concentré. J'en avais fini d'être une victime. Ma patience ne leur avait donné que plus d'occasions de me blesser. Je me suis juré qu'ils paieraient pour chaque mot cruel dit aujourd'hui. Dans les jours qui ont suivi, notre maison s'est transformée en une scène où chacun jouait son rôle méprisable. J'ai enfoui ma douleur et j'ai porté mon masque habituel d'épouse soumise, attendant le bon moment. Et puis, la dernière actrice de cette comédie tragique a fait son entrée. Un samedi matin, on a sonné à la porte. Ethan s'est précipité pour ouvrir avec un enthousiasme inhabituel. Une jeune femme très maquillée est entrée, vêtue d'une robe de maternité élégante qui ne pouvait cacher son ventre bien proéminent. Clara, a dit Ethan, d'un ton d'une désinvolture choquante. J'ai regardé la femme, la même que celle du téléphone secret. Elle m'a scanné de la tête aux pieds avec une expression de pitié mêlée de mépris, puis a offert un sourire d'une douceur écœurante. Bonjour, Clara. J'ai tellement entendu parler de toi par Ethan et Madame Miller. Ce qui m'a le plus dégoûté, c'est la réaction de Carole. La femme qui se plaignait constamment de douleur et de souffrance bougeait soudain avec une agilité surprenante. Elle s'est précipitée pour aider Vanessa à s'installer sur le canapé, tapotant les coussins derrière son dos. Oh, ma pauvre chérie. Travailler si dur alors que tu es enceinte. Fais attention à ne pas trop en faire, a-t-elle roucoulé, épluchant une orange et tendant un quartier directement à Vanessa. Elle fixait le ventre de Vanessa avec un désir non dissimulé à un regard qu'elle ne m'avait jamais lancé en 5 ans. Vanessa a pris l'orange, ramenant nonchalamment ses cheveux en arrière pour révéler une légère tache de rouge à lèvres sur le col de la chemise d'Ethan. C'était une marque que j'étais sûr qu'elle avait déposée juste avant d'entrer. Vous êtes trop aimable, Madame Miller, a-t-elle dit, la voix dégoulinante de fausse modestie. Cela me rappelle ce que ma propre mère dit toujours, une femme qui ne peut pas porter d'enfant est comme un arbre mort dans la maison, elle prend juste de la place. Être enceinte est fatigant, mais quand je pense à donner un héritier à cette famille, ça en vaut la peine. Ces mots étaient une fléchette empoisonnée visant directement mes problèmes d'infertilité. J'étais assise en face d'elle, serrant les poings pour les empêcher de trembler. J'ai regardé leur performance tordue d'une famille heureuse, belle-mère attentionnée, mari prévenant, maîtresse enceinte, tandis que moi, l'épouse légale, on me faisait sentir comme un meuble indésirable. Je me suis levé, marmonnant une excuse pour préparer du thé afin de cacher mes yeux remplis de larmes. Mais tout sentiment de soumission subsistant était mort. Ils osaient amener sa maîtresse chez moi pour m'humilier sous mon propre toit. Ils regretteraient bientôt de m'avoir sous-estimé. L'apparition de Vanessa a semblé accélérer la cupidité de ma belle famille. Ils ne voulaient plus attendre. Ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu un grand bruit sourd provenant du salon, suivi par les cris frénétiques d'Ethan.
Je suis accouru pour trouver Carole étendue sur le sol, serrant sa poitrine, luttant pour respirer, son visage affichant un masque d'agonie. Ethan était à ses côtés, lui massant la poitrine. « Clara, qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire ? Maman fait une crise cardiaque. Va chercher les selles. » J'ai couru les chercher, mais mon esprit bouillonnait. Carole avait une légère hypertension, mais jamais un problème cardiaque aussi grave, et elle avait été en parfaite santé le matin même en choyant Vanessa. Ethan l'a aidée à se redresser, la voix chargée d'une panique fabriquée. « Maman, tiens bon. Tu as dû tomber malade à force de t'inquiéter pour l'argent. Clara, nous devons l'emmener immédiatement à l'hôpital pour une chirurgie cardiaque. Le médecin a dit que cela pourrait coûter jusqu'à $1 million. » Carole a gémi, ses yeux s'entr'ouvrant pour me foudroyer du regard. Je meurs. Ma poitrine va exploser. Où trouverons-nous l'argent ? Laisse-moi simplement mourir et qu'on n'en parle plus. C'était une tentative flagrante et pathétique de me mettre la pression pour que je leur donne l'argent pour sauver sa vie. L'ancienne moi aurait paniqué et aurait tout donné, mais la nouvelle moi voyait clair dans leur jeu. Calmement, j'ai sorti mon téléphone. Au lieu d'ouvrir mon application bancaire, j'ai composé le 911. Ethan a vu ce que je faisais et a paniqué. « Qui appelles-tu ? Donne-moi juste l'argent pour que je puisse prendre un taxi pour un hôpital privé. Le temps qu'une ambulance arrive, elle sera morte. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, la voix froide. Elle est dans un état critique. Un taxi serait trop dangereux. Une ambulance a des ambulanciers et de l'équipement, ils peuvent la soigner sur place. Sa vie est ce qu'il y a de plus important. Nous nous inquiéterons de l'argent plus tard. 15 minutes plus tard, le hurlement d'une sirène a rempli la rue. 2 ambulanciers se sont précipités avec un brancard. Ils ont immédiatement pris la tension de Carole et ont écouté son cœur et ses poumons. Carole, piégée dans son propre mensonge, a continué à gémir, mais la sueur sur son front venait de la peur, pas de la douleur. Le jeune ambulancier a retiré son stéthoscope, l'air perplexe. « C'est étrange, » a-t-il dit, regardant les résultats. Sa tension artérielle est légèrement élevée, probablement à cause du stress, mais son rythme cardiaque et sa respiration sont parfaitement normaux. Il n'y a aucun signe de crise cardiaque ou d'insuffisance cardiaque aiguë. Il semble que ce soit un léger cas de vertige. Elle a juste besoin de s'allonger et de se reposer. Aucune visite à l'hôpital n'est nécessaire. Le diagnostic de l'ambulancier a été une gifle pour Ethan et Carole. Ethan est resté là, interdit, le visage devenant rouge pivoine d'humiliation. Carole a immédiatement cessé de gémir. Elle s'est assise, toussant maladroitement pour masquer son embarras. « Oh, c'est vrai ? Je pensais vraiment que j'allais y passer. J'ai dû m'inquiéter au point de me rendre malade. » Je les ai regardés et je me suis autorisé un petit sourire intérieur. Leur piètre performance s'était terminée par un échec humiliant. Après le fiasco de la fausse crise cardiaque, l'atmosphère dans la maison est devenue incroyablement tendue. Sachant qu'ils ne pouvaient plus me piéger avec des alertes de santé, ils ont eu recours à la guerre psychologique, froideur et silence étouffant. Je savais que le temps m'était compté. Je devais les apaiser pendant encore quelques jours, le temps que l'avocat de mon père finalise la plainte et demande un gel des avoirs. J'ai décidé de leur tendre un appât. Je savais qu'ils ne pourraient pas résister à un bonbon empoisonné. Ce soir-là, j'ai frappé à la porte de Carole. Elle comptait ses bijoux et les a rapidement cachés quand je suis entré, le visage maussade. Je me suis approché d'elle, baissant la tête dans un remords fin. « Maman, j'ai réfléchi. Le médecin a dit que votre tension artérielle venait du stress, et je me sens terriblement mal. L'argent n'est pas tout. La famille est ce qui est important. » J'ai sorti un livret d'épargne bleue de ma poche et je l'ai posé sur la table devant elle. Il était à mon nom, avec un solde d'exactement $1 million. Les yeux de Carole se sont illuminés comme des phares. Elle a saisi le livret, feuilletant les pages, ses doigts tremblants caressant les chiffres comme s'il s'agissait de reliques sacrées. Son attitude a changé instantanément. Elle souriait jusqu'aux oreilles. Voilà. Je savais que ma belle-fille était une fille bien et sensée. C'est la bonne décision, Clara. Je garde simplement cela pour ton avenir et celui d'Ethan. Que ferait une vieille femme comme moi avec $1 million ? Elle serrait le livret contre sa poitrine comme un trésor précieux. Ethan, qui observait depuis l'embrasure de la porte,
a poussé un soupir de soulagement. Il est entré et m'a tapoté l'épaule. « Tu es la meilleure, chérie. Tu as fait ce qu'il fallait. » J'ai hoché la tête humblement et j'ai quitté la pièce, un sourire froid aux lèvres. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le livret ne valait rien. Ce matin-là, j'étais allé à la banque, j'avais déclaré l'original perdu et j'en avais fait établir un nouveau avec un nouveau numéro de compte. Selon la politique de la banque, dès que l'ancien livret était déclaré perdu, il devenait invalide pour toute transaction. L'argent était en sécurité. Ils célébraient avec un objet inutile. Leur cupidité les avait aveuglés sur la possibilité que leur belle-fille docile ait enfin appris à se défendre. Avec le livret inutile en main, ma belle famille a totalement baissé sa garde, révélant sa véritable nature plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Vanessa a commencé à venir plus fréquemment, non plus comme une invitée, mais en se pavanant comme si l'endroit lui appartenait. Un après-midi, Carole était sortie et Ethan était au travail, nous laissant seulement Vanessa et moi à la maison. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand elle est entrée, sirotant un verre de jus d'orange. Elle s'est appuyée contre le réfrigérateur, me fixant avec une provocation évidente. « Tu es une assez bonne cuisinière, Clara » a-t-elle roucoulé. Je comprends pourquoi Ethan a dit que ça valait peut-être le coup de te garder comme bonne. Ça économise les frais d'embauche. J'ai arrêté de couper les légumes et je l'ai regardé, mon visage restant de marbre. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Elle a laissé échapper un rire méprisant. Son audace était à couper le souffle. Elle avait volé mon mari et mon argent, et maintenant elle voulait piétiner ma dignité. Mais au lieu de la gifler comme mon instinct le hurlait, je me suis souvenu du conseil de mon avocat. J'ai glissé discrètement ma main dans la poche de mon tablier et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement du petit appareil que je transportais désormais partout. J'ai pris une profonde inspiration, feignant la peur. En me voyant trembler, elle s'est enhardie, pensant que j'étais complètement brisé. Elle s'est approchée, sa voix n'étant plus qu'un murmure venimeux. « C'est ça, espèce d'imbécile. Le karma, c'est l'argent dans ce monde. L'argent, c'est le pouvoir. La maison, le terrain, tout est au nom de sa mère. Maintenant, ce million est entre ses mains aussi. Tu n'as rien. Tu n'étais que la poule aux œufs d'or, nous avons les œufs. Maintenant, il est temps de cuisiner la poule. Après que j'aurai donné naissance à l'héritier de cette famille, tu verras à quoi ressemble vraiment l'enfer. » Chaque mot compromettant a été parfaitement capturé par l'appareil dans ma poche. J'ai baissé la tête pour cacher le feu dans mes yeux, mais un sentiment de victoire m'a envahi. Son arrogance causerait sa perte. Je n'ai rien dit de plus, je me suis simplement remise à ma planche à découper, le couteau retombant avec une force nouvelle et résolue. Avec l'enregistrement en ma possession, je savais que je ne pouvais pas mener cette bataille seule. Le lendemain matin, j'ai utilisé l'excuse d'avoir besoin de ma carte d'identité pour débloquer ma carte bancaire et je suis allé chez mes parents. Au moment où je les ai vus arroser les plantes dans le jardin de devant, le barrage de chagrin accumulé a cédé. Je me suis jeté dans les bras de ma mère et j'ai sangloté comme une enfant. Après m'être calmé, j'ai posé l'enregistreur sur la table et j'ai appuyé sur lecture. Dans le calme de leur modeste maison, les moqueries cruelles de Vanessa et les manigances malveillantes de Carole ont rempli l'air. Mon père, un homme qui avait été enseignant toute sa vie, écoutait, son visage devenant d'un rouge profond, ses mains crispées en poing, les veines saillantes sur ses tempes. Quand l'enregistrement a pris fin, il a frappé la table du poing. « Ces animaux » a-t-il hurlé, la voix tremblante de fureur. Ma mère pleurait, le cœur brisé pour la fille qu'elle avait élevée si soigneusement. « Clara, reviens à la maison » a-t-elle supplié. « Quitte cette maison. Nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous ne te laisserons pas mourir de faim. Ces gens vont te détruire. » J'ai regardé mes parents, le cœur lourd, mais ma résolution était ferme. Si je partais maintenant, je perdrais tout. « Ne vous inquiétez pas, » ai-je dit d'une voix assurée. Je ne vais pas les laisser gagner. J'ai perdu ma maison, mon terrain et ma jeunesse à cause de cette famille. Je vais tout récupérer. Papa, j'ai besoin de ton aide. La colère de mon père s'est transformée en détermination. Tout ce que tu voudras, Clara. Je vendrai cette maison s'il le faut pour t'engager le meilleur avocat. Nous allons les combattre. Je me suis approché et j'ai murmuré mon plan pour la fête du 70e anniversaire de Carole, le piège que j'allais tendre pour les démasquer devant tout le monde. De retour à la maison,
Armé de photocopies de ma carte d'identité pour maintenir les apparences, j'ai été accueilli avec une chaleur renouvelée. Croyant que le million était déjà à eux, ils ont baissé leur garde et ont concentré toute leur énergie sur la fête d'anniversaire de Carole. Les invitations ont été imprimées sur du papier cartonné tape à accent graveleuil avec dorure et envoyées à tous leurs proches, parents, voisins et partenaires commerciaux d'Ethan. Carole voulait afficher la réussite de son fils et, plus important encore, introduire officiellement Vanessa dans leur cercle social. Lors d'un dîner, Carole a annoncé « Clara, pour ma fête, je prévois une immense célébration. Je veux aussi inviter Vanessa. » Après tout, elle a été d'une telle aide pour les affaires d'Ethan, et elle est enceinte. Nous devons montrer notre gratitude. J'ai gardé les yeux fixés sur mon assiette. Tout ce que tu jugeras bon, maman. Ethan a vu ma soumission et a lancé un regard triomphant à sa mère. Quelques jours avant la fête, Ethan m'a jeté un tas de tissus. C'était une vieille robe en polyester violette démodée que Carole n'avait pas portée depuis une décennie. « Porte ça », a-t-il ordonné. « Nous aurons des invités importants. Je ne veux pas que tu fasses l'intéressante dans une robe tape à accent graveleuil. Et le jour de la fête, tu restes dans la cuisine pour superviser les traiteurs. Ne sors pas te mêler aux gens. Tu es si maladroite, tu ferais probablement tomber quelque chose et tu me ferais honte. » J'ai tenu la robe, l'odeur de naphtaline me piquant le nez. Il voulait me cacher comme un sale secret pour faire de la place à sa maîtresse glamour. Il voulait faire de moi une servante dans ma propre maison. Il n'avait aucune idée d'à quel point il était ridicule. « Bien sûr, Ethan », ai-je dit en hochant la tête avec obéissance. « Je veillerai à remplir mes devoirs. » Mon devoir, pensais-je, de faire tomber le rideau sur toute leur mascarade. Dans les jours précédant la fête, la maison était en pleine effervescence. Pendant qu'ils s'occupaient des décorations et des essayages, je préparais discrètement mon propre événement principal. J'ai rencontré l'ami avocat de mon père, Léo, et j'ai finalisé la plainte. « Clara », a-t-il dit en examinant les preuves. J'ai aussi engagé secrètement une équipe audiovisuelle professionnelle, disant à Ethan que je voulais un grand écran LED pour diffuser un diaporama de photos de famille en surprise pour sa mère. Il était ravi, louant ma prévenance. Il ne savait pas que l'écran n'était pas pour des photos de famille, mais pour la première d'un film choc sur le vrai visage de sa famille. J'ai monté les enregistrements et les messages en une seule vidéo accablante, prête à être diffusée. La nuit avant la fête, j'étais allongé dans le lit à côté d'Ethan qui ronflait, me sentant étrangement calme. Les larmes avaient disparu, remplacées par la patience froide d'un chasseur attendant que le piège se referme. Dimanche matin, le quartier était inondé par la musique forte venant de notre maison. Une grande arche de fleurs se dressait à l'entrée, et un grand chapiteau couvrait tout le jardin arrière. Carole, vêtue d'une robe en velours rouge criarde et couverte de bijoux en or, mes bijoux de mariage qu'elle m'avait empruntés et jamais rendus, accueillait les invités avec un sourire radieux. Vanessa est arrivée vers midi, descendant d'une voiture de luxe dans une robe de maternité d'un blanc immaculé. Carole s'est précipitée pour l'accueillir comme une reine. Ethan se tenait à ses côtés, la regardant avec une adoration non dissimulée. Tous les deux murmuraient et riaient, ignorant complètement mon existence. Et moi? Comme prévu, j'étais dans la cuisine avec la vieille robe violette, la sueur collant mes cheveux à mon front pendant que je dirigeais le personnel de service. Ethan entrait de temps en temps, non pas pour voir si j'allais bien, mais pour hurler, « Pourquoi la nourriture tarde-t-elle autant? Envoie ça. Ne t'avise pas de me faire honte devant mes invités. » Je me mordais la langue et hochais la tête, mes mains se serrant si fort que je manquais d'écraser les légumes que je lavais. « Hurle autant que tu veux, pensais-je. C'est la dernière fois que tu me parleras ainsi. » La voix de l'animateur a résonné depuis le jardin. « Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'événement principal. Veuillez accueillir la famille Miller sur scène. » Ethan a ajusté sa cravate. « Tu restes ici », m'a-t-il sifflé. « Ne t'avise pas de montrer ton visage. » Il s'est détourné et est parti, me laissant parmi la vaisselle sale. Mais il se trompait. J'ai arraché mon tablier, je l'ai jeté dans un coin et j'ai sorti la petite télécommande de l'écran LED. La musique a monté en intensité pendant que je me glissais par une porte latérale pour me tenir dans l'ombre, observant la scène brillamment éclairée où les gens qui avaient ruiné ma vie savouraient les applaudissements. Ethan a pris le micro, le visage rougi par le vin et l'excitation. Carole était assise sur une chaise aux allures de trône en velours, s'éventant, rayonnante alors que les gens louaient son fils merveilleux.
Merci à tous d'être venus célébrer le 70e anniversaire de ma mère, a commencé Ethan. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans elle, mais je dois aussi remercier une personne très spéciale, une véritable sauveuse. Il a fait un geste vers Vanessa. Un murmure a parcouru la foule alors que tous les regards se tournaient vers Vanessa et son ventre arrondi. Elle a rougi modestement, mais un sourire triomphant jouait sur ses lèvres. Carole a pris le micro à son tour. C'est vrai, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. J'ai été bénie. Cette famille a lutté avec certains problèmes pendant des années. Ma belle-fille. Enfin, ne nous attardons pas sur les choses tristes. Je pensais que j'irais dans ma tombe sans jamais tenir de petit enfant, mais le ciel m'a souri. Leurs paroles m'ont transpercé. Ils m'avaient publiquement effacé, niant mes 5 années de sacrifice. À leurs yeux, j'étais un échec, un arbre stérile à abattre. J'ai regardé ma robe minable, puis la robe de créateur de Vanessa. Le contraste cruel a allumé l'étincelle finale de ma résolution. J'ai serré la télécommande et j'ai marché résolument vers la scène. Mon apparition soudaine depuis les coulisses, ébouriffée et dans ma robe terne, a coupé court au bavardage. Le visage d'Ethan est passé de la fête à la fureur. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Sécurité, sortez-la de la scène » a-t-il hurlé. Mais mes cousins, postés dans le public par mon père, ont formé un mur humain, empêchant quiconque de m'atteindre. J'ai arraché le micro des mains de l'animateur stupéfait. Bonsoir à tous. Ma voix a retenti, non plus timide, mais tranchante et claire. Je suis Clara, la belle-fille de Carole et l'épouse d'Ethan. Pour l'anniversaire de ma belle-mère, j'ai moi aussi un cadeau spécial que j'aimerais partager avec toute la famille. Avant qu'Ethan ne puisse réagir, j'ai appuyé sur un bouton de la télécommande. Le géant écran LED derrière la scène a vacillé, et le diaporama festif a été remplacé par une vidéo filmée sous la table basse de leur salon. Le son a explosé dans les haut-parleurs. Cette fille est une idiote, grondait la voix de Carole. Une fois qu'elle nous aura donné le million, je trouverai une excuse et je la jetterai dehors. Les biens sont tous à mon nom. Elle partira avec rien. Puis la voix d'Ethan, ne t'inquiète pas, maman. Vanessa s'impatiente. Nous devons nous débarrasser de cette vache stérile dès que possible. J'en ai assez de voir sa tête de misérable. Un halètement collectif a parcouru la foule. La fête a sombré dans un silence de mort. Les invités regardaient l'écran puis les personnes sur scène, leurs visages mêlant choc et dégoût. Carole était livide. Vanessa s'est recroquevillée derrière Ethan. Je me tenais là, regardant leur monde s'effondrer, ressentant non pas de la joie, mais une profonde tristesse devant l'abîme de leur dépravation. La vidéo s'est terminée. Les murmures ont commencé à se transformer en une clameur de condamnation. Mais je n'avais pas fini. J'ai cliqué à nouveau. Des relevés bancaires ont rempli l'écran, chaque transaction étant surlignée. Voici la sauveuse dont mon mari parlait, ai-je annoncé, la voix tremblante d'émotion. Une sauveuse qui recevait 100 000 pour l'acompte d'un appartement la semaine même où j'ai dû vendre mes bijoux de mariage pour maintenir l'entreprise à flot. J'ai pointé une ligne surlignée en rouge, virement voiture pour V3. C'était mon argent, mes nuits blanches, mes repas sautés, et ils l'ont utilisé pour financer leur liaison. Je me suis tourné vers Carole. Maman, te souviens-tu quand ma propre mère a eu besoin d'une chirurgie et que j'ai demandé 500 à Vanessa pour une journée au spa? Où était votre conscience? Un homme âgé dans la foule, un grand-oncle, s'est levé, tremblant de rage. C'est une honte. Cette famille, qui prétend être si vertueuse, est pourrie jusqu'à la moelle. Ethan était pétrifié, la sueur coulant sur son visage. Vanessa semblait sur le point de s'évanouir. J'ai cliqué sur la télécommande une dernière fois. Un résultat de test ADN est apparu à l'écran. J'avais engagé un détective privé qui avait réussi à obtenir des échantillons. La conclusion était indéniable, probabilité de paternité 99,99%. À côté s'affichaient les captures d'écran des SMS du téléphone prépayé. Ne t'inquiète pas, bébé, ai-je lu à haute voix. Une fois qu'on aura récupéré le dernier million, je la vire. Pas besoin de nourrir une poule qui ne peut pas pondre d'œufs. L'expression « un poule qui ne peut pas pondre d'œufs » a frappé Carole comme un coup physique. Elle, qui se targuait d'être une femme pieuse, était exposée comme une hypocrite. « Vous me dites stérile, me suis-je écrié, les larmes coulant maintenant librement.
mais avez-vous seulement demandé pourquoi? J'ai fait 2 fausses couches à cause du surmenage et du stress en essayant de bâtir cette entreprise, cette famille. Et votre réponse a été que mon mari se trouve un nouvel utérus pour ensuite m'humilier avec. Le choc fut trop grand pour Carole. Elle a porté la main à sa poitrine, ses yeux ont révoqué et elle s'est effondrée. Cette fois, ce n'était pas une comédie. C'était un accident vasculaire cérébral massif. La fête a dégénéré en chaos. Les invités sont partis en masse, certains renversant des tables de dégoût. Je me tenais sur la scène dévastée, les regardant se noyer dans la crasse qu'ils avaient créée. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de libération, comme si un poids énorme avait été levé de mon âme. Au milieu du chaos, j'ai porté mon dernier coup, le plus dévastateur. J'ai changé la diapositive sur l'écran LED une dernière fois. 2 titres de propriété sont apparus, agrandis pour que tous puissent voir. Mesdames et messieurs, ai-je dit, ma voix dominant le vacarme. Voici notre maison familiale et une propriété de vacances que j'ai achetée avec mes propres économies. Il y a 3 mois, Ethan m'a trompé pour me faire signer ce que je pensais être des documents de prêt commercial. En réalité, c'était un acte de cession, transférant la propriété de tout à sa mère. J'ai pointé le nom sur l'écran, propriétaire Carole Miller. Leur plan était de me laisser sans abri et sans un sou. Mais ils ont oublié une chose. J'ai diffusé le dernier clip audio, la voix hautaine de Vanessa résonnant sous le chapiteau, les biens sont tous au nom de sa mère maintenant. Ce million est entre ses mains aussi. Tu n'as rien. Tu n'étais que la poule aux œufs d'or. Nous avons les œufs. Maintenant, il est temps de cuisiner la poule. L'audace pure de la chose a plongé la foule restante dans la fureur. Une assiette a volé depuis le public et s'est brisée aux pieds d'Ethan. Des canettes de bière et de la nourriture ont suivi. Voleur! Racaille, criaient les gens. Vanessa hurlait de terreur. Ethan essayait de la protéger. Carole gisait au sol, bafouillant de manière incohérente. C'est alors que le hurlement des sirènes de police s'est fait plus fort. Les pans du chapiteau se sont ouverts et mon avocat, Léo, est entré, flanqué de 2 agents en uniforme. Il s'est avancé vers la scène, tenant un dossier épais. Je suis Léo Martinez, conseiller juridique de mademoiselle Clara Evans, a-t-il annoncé, sa voix imposant le silence. Je suis ici avec les forces de l'ordre pour signifier une ordonnance du tribunal. Il a brandi un document muni d'un sceau officiel. Ceci est une injonction d'urgence gelant tous les avoirs, comptes bancaires et biens immobiliers enregistrés au nom de Carole Miller et Ethan Miller, en attendant une enquête pour cession frauduleuse et conspiration de fraude. Les jambes d'Ethan ont lâché. Gelé? Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il balbutié. La loi le peut, a répondu Léo fermement. Nous avons des preuves irréfutables que vous et votre mère avez conspiré pour transférer illégalement des biens matrimoniaux. Les policiers se sont avancés pour prendre les dépositions d'Ethan et de Carole. La vue des uniformes fut le coup de grâce pour Carole. Ses yeux se sont écarquillés, un gargouillis s'est échappé de ses lèvres et elle a commencé à avoir des convulsions. Cette fois, c'était réel. Les ambulanciers qui avaient été appelés pour le tumulte avaient maintenant un véritable patient. Alors que Carole était emmenée sur un brancard, sa robe rouge criarde tachée et déchirée, Ethan a été escorté par la police pour interrogatoire. Ses mains étaient menottées dans le dos, une fin humiliante à son règne de tromperie. Vanessa, voyant son gagne-pain s'envoler, a essayé de se faufiler par l'arrière, mais elle a été coincée par mes tantes. Où crois-tu aller comme ça, a lancé l'une d'elles en l'attrapant par le bras. Tu détruis une famille et tu penses pouvoir t'en aller comme ça? Vanessa a fondu en larmes, son arrogance envolée. S'il vous plaît, laissez-moi partir, a-t-elle supplié, tombant à genoux. C'était Ethan. Il m'a séduite. Je suis enceinte. Ayez pitié. Je me suis approché et j'ai baissé les yeux vers elle. Tu n'as eu aucune pitié quand tu complotais pour tout me prendre. Le bébé est innocent, mais avoir une mère comme toi est son plus grand malheur. J'ai demandé à mes proches de s'assurer qu'elle ne parte pas avant que la police puisse lui parler. Puis je suis entré tranquillement et j'ai préparé un petit sac. La maison, autrefois un foyer, ressemblait désormais à une tombe froide et contaminée. J'ai franchi la porte d'entrée. Le soleil de l'après-midi se couchait, projetant une longue ombre solitaire derrière moi. J'avais détruit une famille, oui,
mais c'était une démolition nécessaire pour bâtir ma propre vie sur une fondation de vérité. 3 jours plus tard, Ethan a été libéré sous caution. Il s'est présenté chez mes parents sous une pluie battante, l'air d'une épave. Il est tombé à genoux dans la boue devant le portail, hurlant mon nom. « Clara, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Elle m'a jeté un sort. Ma mère m'a forcé. Je t'aime encore. » Je suis sorti avec un parapluie et je me suis tenu devant lui. L'amour que je ressentais autrefois avait disparu, remplacé par un dégoût glacial. « Lève-toi, Ethan. Ne salis pas l'allée de mes parents, ai-je dit. On t'a forcé? Qui m'a trompé pour me faire signer la cession de notre maison? Qui m'a traité de poule qui ne peut pas pondre d'œufs? Qui a viré mon argent à sa maîtresse? Je sais que je suis une ordure, a-t-il sangloté, la pluie et les larmes se mélangeant sur son visage émacié. Il n'avait toujours pas compris. Il n'était pas désolé de m'avoir fait du mal, il était désolé de s'être fait prendre. Nos années ensemble se sont terminées le jour où tu l'as fait entrer dans nos vies, ai-je dit, ma voix étant comme de la glace. Je me suis détourné et je suis rentré, le laissant agenouiller sous la pluie. Mon père, incapable de se retenir plus longtemps, a attrapé un balai et a couru dehors pour le chasser. Dehors! Sors d'ici, espèce de parasite ingrat. Ethan s'est enfui comme un chien battu. Le bruit de la pluie sur le toit ressemblait à des applaudissements. Les rumeurs de ce qui s'est passé ensuite me sont parvenues par d'anciens voisins. Ethan avait espéré que Vanessa, enceinte de son précieux héritier, resterait à ses côtés. Il se trompait. Il est allé à l'hôpital où Carole se remettait et a supplié Vanessa de l'argent pour payer les factures médicales. De l'argent, avait-elle hurlé au milieu de la salle. Tu es fou? Mon argent est pour mon bébé, pas pour soutenir ta famille fauchée. Cet argent était le paiement de ma jeunesse, pour avoir été ta mère porteuse. Maintenant que tu ne vaux plus rien, tu t'attends à ce que je coule avec toi? Pas question. S'il n'y a pas d'argent, je ne garde pas ce bébé. Carole, allongée paralysée dans son lit, a entendu chaque mot, des larmes de regret silencieuses coulant sur son visage. Quand Ethan a essayé d'attraper Vanessa, elle lui a griffé le visage, et les deux ont dû être séparés par la sécurité. Leur grande histoire d'amour, dépouillée de son assise financière, n'était qu'une laide cupidité transactionnelle. Le jour où nous sommes allés au tribunal, c'était une journée grise et misérable. Je suis entré confiante et posée avec Léo à mes côtés. Ethan était assis, prostré et vaincu. Le juge a été rapide. Le transfert de propriété frauduleux a été annulé. En raison de la faute conjugale flagrante d'Ethan, on m'a attribué 70% de nos avoirs totaux. Ethan s'est retrouvé avec le terrain sans valeur et criblé de dettes dans le nord de l'État et une montagne de frais juridiques. Tenant le décret de divorce, je suis sorti du palais de justice dans l'air frais et lavé par la pluie de la liberté. Le soleil perçait à travers les nuages. Mon passé était terminé. Une année a passé. Ma vie a trouvé un rythme tranquille. Les nouvelles de mon ancienne famille sont un épilogue tragique. L'entreprise d'Ethan a fait faillite, il est maintenant chauffeur Uber pour joindre les deux bouts. Après avoir donné naissance à un fils, Vanessa, ne voyant aucun avenir avec un perdant ruiné, a abandonné le bébé au Miller et s'est enfuie avec un nouvel homme riche. Le précieux petit-fils pour lequel Carole avait tout sacrifié est devenu le fardeau final et ironique. Paralysée et incontinente, elle vit maintenant avec Ethan dans un appartement exigu et sordide, forcée d'écouter les cris d'un bébé dont elle ne peut s'occuper et les jurons d'ivrogne du fils qu'elle a ruiné. C'est un enfer qu'ils ont eux-mêmes créé. Avec l'argent que j'ai légitimement récupéré, j'ai ouvert une petite boutique de fleurs que j'ai nommée Serenity Bloom. La vie est simple maintenant, remplie du parfum des roses et de la joie tranquille de créer de la beauté. Mes journées sont paisibles. Aujourd'hui, le soleil brille. Alors que je disposais un seau de marguerite devant ma boutique, je l'ai vu de l'autre côté de la rue, Ethan, vêtu d'un t-shirt délavé de chauffeur. Il avait l'air hagard et brisé. Il se tenait derrière un arbre, m'observant simplement. Il a fait un demi-pas en avant, puis s'est arrêté, un mur de honte le retenant. J'ai croisé son regard, ne ressentant ni haine ni triomphe, mais un étrange et calme détachement. C'était un étranger d'une vie antérieure. Je leur avais pardonné, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que je méritais la paix. Ethan s'est détourné et s'est éloigné d'un pas traînant, disparaissant dans la foule de l'heure du déjeuner.
Je me suis retourné vers mes fleurs, j'ai pris une profonde inspiration de l'air parfumé et j'ai souri alors que la cloche de ma porte a tinté, annonçant un nouveau client, un nouveau jour, une nouvelle vie plantée et nourrie de mes propres mains.